je suis dans un double axe qui est à la fois de la pratique et aussi d'une certaine manière une théorie. Et parfois, vous savez qu'il y a un écart entre la théorie et la pratique, et c'est ce que nous déclinons au quotidien généralement. Alors d'abord, je voudrais remercier le CRES de m'avoir invité. Puis je voudrais aussi en profiter pour saluer la RS-PACA qui a fait de la santé des personnes détenues une priorité. C'est une région de ce point de vue-là exemplaire. De la même façon, je voudrais saluer la qualité du dialogue que nous avons dans la région avec l'administration pénitentiaire. Là aussi, ce n'est pas si fréquent et c'est estimable. Alors, à la vérité, les sociétés en France et ailleurs dans le monde demeurent profondément attachées aux politiques pénales répressives et assez indifférentes à l'état des prisons et au sort de ceux qui y vivent ou y travaillent. D'où l'échec de nombreuses tentatives de réformes structurelles visant à faire de la prison l'ultime recours quand toutes les autres peines envisageables ont échoué. Mais la pandémie Covid a toutefois bouleversé un certain nombre d'idées reçues, de pratiques et a ouvert un champ des possibles assez inattendu. Les appels au respect des droits fondamentaux des prisonniers, formulés de longue date par les divers organes de défense des droits humains, sont, il faut bien le dire, difficilement pris en compte par les États. Or, le Covid a obligé les autorités étatiques à réagir rapidement et à prendre des décisions pragmatiques. Il en est résulté notamment une réduction rapide de la surpopulation pénale et une augmentation des ressources allouées aux soins. Autant de recommandations inlassablement répétées jusqu'alors, en vain, et cette fois-ci entendues. On y reviendra. Alors commençons par parler du droit à la santé. Alors je vais peut-être revenir à des fondamentaux. Le droit à la santé, c'est un droit humain fondamental. Il est défini aujourd'hui comme le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'il soit possible d'atteindre. C'est un pilier des droits de l'homme. Il a été énoncé pour la première fois dans la Constitution de 1946 de l'OMS et il est intégré à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc, dès après la Seconde Guerre mondiale, sont posées les bases éthiques de la déclinaison du droit à la santé. J'en cite 4 parce qu'ils me paraissent importants. Le principe d'égalité et de non-discrimination, garantir l'accès aux soins de santé pour tous, mais aussi agir sur les déterminants fondamentaux de la santé. Et c'est bien dans le cadre des actions d'éducation pour la santé que ces déterminants peuvent être envisagés. Deuxièmement, l'accessibilité, la disponibilité et la qualité des services. Troisièmement, le consentement et la liberté de refuser un traitement médical. Et enfin, la prohibition de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais le droit à la santé est aussi un droit fondamental pour les personnes détenues, bien entendu. Les recommandations internationales relatives à la déclinaison du droit à la santé pour les personnes détenues sont un petit peu plus tardives, dans les années 55-57. Elles se sont nourries des constatations de terrain et elles reconnaissent la difficulté particulière de la position du soignant exerçant en milieu pénitentiaire, souvent confronté aux préoccupations et aux attentes divergentes de l'administration pénitentiaire d'un côté et des personnes incarcérées de l'autre. Deux textes un peu datés, mais princeps en la matière, les principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé dans la protection des détenus, Nations Unies 1982, et les aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire, Conseil de l'Europe 1998. Alors, ce que je déroule là, le propos que je déroule là est écrit et j'ai évidemment fait référence à de nombreux textes et je les partagerai volontiers avec vous, enfin du moins avec les organisateurs, de façon à ce que vous les ayez à disposition si nécessaire. Plus généralement, les standards définis par les organismes internationaux du champ consacrent l'idée que la médecine en milieu pénitentiaire est une médecine de soins de la personne qui obéit aux mêmes règles déontologiques que la médecine en population générale. Je voudrais citer notamment les standards du Comité européen pour la prévention de la torture, souvent repris dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme,
Les règles pénitentiaires européennes de 2006 qui ont été révisées en 2020, notamment au regard des conditions d'isolement, et l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, dites règles Nelson Mandela, Nations Unies 2015. Ayant eu l'opportunité de visiter de nombreux lieux de privation de liberté de par le monde depuis 20 ans, je peux témoigner de deux choses. D'une part, que la mise en œuvre des dispositions des traités et des recommandations par les États prend du temps, mais progresse indéniablement. Et c'est d'une certaine manière ce que dit aussi le contrôle général des lieux de privation de liberté, même si les manquements aux garanties fondamentales affectent le plus souvent les groupes les plus vulnérables et marginalisés. Et d'autre part, que le modèle français d'organisation et de prise en charge sanitaire des personnes détenues sous tutelle du ministère de la Santé est un modèle que l'on nous envie, tout comme du reste notre modèle de protection sociale, même si, là encore, bien entendu, sa déclinaison pratique est imparfaite et semée d'obstacles. La philosophie de ce modèle français est double. Donner accès à toutes les personnes détenues à des soins d'une qualité équivalente à ceux délivrés en population générale sans discrimination, mais aussi constituer une garantie supplémentaire pour la prévention des mauvais traitements. C'est souvent une question qui passe, qui est seconde, mais c'est quand même au même niveau que l'accès aux soins. À cet égard, le rôle du contrôle général des lieux de privation de liberté est précieux et ces recommandations formulées à l'issue de ces visites font très souvent évoluer les pratiques. Alors, le questionnement éthique, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois une praxis et un devoir, d'un certain point de vue. Le questionnement éthique s'applique bien entendu au quotidien de la pratique médicale en milieu pénitentiaire. La prison, ça n'est pas un milieu de vie banal, naturel ou ordinaire. Elle demeure le lieu de la punition, lieu de contrainte, de privation de liberté, d'exclusion du groupe social. Les soins en milieu pénitentiaire sont bien entendu possibles, mais exigent une particulière vigilance au regard des règles déontologiques essentielles, dont le respect du consentement du patient et du secret médical. Face au risque d'émoussement de la capacité critique qui le guette, en prison comme ailleurs, le soignant doit s'exercer au doute et au questionnement éthique. Est-ce que j'exerce mon art dans le respect de la personne et de ses intérêts? Les exemples de dilemmes du quotidien de l'exercice en milieu pénitentiaire ne manquent pas. J'en ai choisi trois de manière finalement assez arbitraire. Supporter les conditions de détention, eh bien, le degré de surpeuplement d'une prison peut être tel qu'il constitue à lui seul un traitement inhumain ou dégradant. Alors, jusqu'à quel point faut-il prescrire des somnifères et des anxiolytiques à des détenus qui ne supportent plus la promiscuité des cellules surpeuplées, la violence des cours de promenade, l'inactivité, etc. Deuxième exemple, dénoncer les violences subies. Les services de santé des prisons peuvent contribuer à la prévention de la violence contre des personnes détenues en enregistrant systématiquement les lésions observées. Des informations peuvent être transmises aux autorités compétentes, notamment judiciaires, avec le consentement des détenus concernés. Mais le plus souvent, les personnes refusent de porter plainte par crainte de représailles. Alors que faire? Dénoncer? Se taire? Essayer de convaincre? Le protocole d'Istanbul lui-même est nuancé dans sa réponse. Face à de tels dilemmes, l'obligation de ne pas causer de préjudice aux patients doit prévaloir. Vous savez que le protocole d'Istanbul, c'est un manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres mauvais traitements. Et c'est un texte des Nations Unies, enfin un protocole des Nations Unies qui date de 1999. Troisième exemple, trop de malades en prison. Bien, effectivement, il faut se préoccuper non seulement de l'éthique des intentions, qui sont souvent bonnes, mais également de l'éthique des conséquences, qui sont parfois désastreuses. Ainsi, le succès de la démarche intégrative, répondre de ses actes pour exister en tant que citoyen membre de la communauté humaine, ne doit pas occulter sa contrepartie, l'incessante augmentation du nombre de personnes incarcérées, malades ou handicapées, et notamment souffrant de troubles psychiatriques, et son corollaire, le sens de la peine. À ce sujet, effectivement, nous pouvons tout à fait revenir sur les recommandations en urgence en date du 18 mai du contrôleur général et lieux de privation de liberté sur la situation des personnes âgées au CD de Bédenac.
Si indéniablement la qualité des soins délivrés aux personnes détenues en France a progressé singulièrement depuis 1994, le dispositif mis en place a validé l'idée que l'on pouvait incarcérer et soigner, voire incarcérer pour soigner. Ce phénomène ne concerne évidemment pas que la France, c'est une réalité à l'échelle notamment européenne. La sociologue Camille Lancelevé souligne que les différentes études épidémiologiques conduites dans les prisons en Europe montrent des prévalences très élevées de troubles mentaux et un sentiment assez généralement partagé que la prison se transforme en asile de dernier recours. Et ce, que la prise en charge des soins en prison relève des missions du ministère de la Santé, c'est le cas en France, en Angleterre, en Italie, en Norvège, enfin bon, de nombreux autres pays, ou du ministère de la Justice, c'est le cas en Allemagne, en Autriche, en Suède, aux Pays-Bas. On peut dire que c'est un choix implicite de société. Il est possible malgré tout de soigner en prison, puisqu'en définitive, soigner en prison comme en population générale, c'est essayer de faire une place à la liberté de parole et d'écoute, à la confidence, qui suppose évidemment la garantie de la confidentialité, de l'impartialité, et ce pas de côté qui place soignants et soignés dans les conditions d'un soin possible, en dépit des aléas de l'existence et de la maladie. C'est évidemment aussi tenir bon sur ce qu'est le soin et ce qu'il n'est pas. Mais soigner en prison, et il faut que ce soit très clair, c'est également être conscient du contexte pénitentiaire et judiciaire, en tenir compte et s'y articuler, sans quoi rien n'est possible. On ne peut pas soigner en prison comme si la prison n'existait pas. Alors à présent, j'ai envie de vous parler de ce que la pandémie Covid nous a appris, outre l'humilité. C'était très étrange d'être invité à ce colloque 14 mois après le précédent. Je n'aurais sans doute pas décliné la même chose, ou enfin partiellement. Et là, la crise Covid est passée entre-temps. Et j'avais envie de vous donner quelques impressions sur ce que la pandémie Covid nous a appris, et je vous dis bien, outre l'humilité, parce que ça c'est très clair aussi. Environ 11 millions de personnes sont incarcérées dans le monde, plus 8% en 10 ans, dont 740 000 femmes, plus 17%, et 410 000 mineurs. Les trois quarts des États sont affectés par une surpopulation pénale chronique. Alors, c'est assez difficile d'avoir des chiffres extrêmement fiables parce qu'il y a une grande hétérogénéité du recueil de données. Et puis vous savez, les chiffres, je ne me souviens plus quel est le mathématicien qui disait les chiffres c'est comme les hommes, si on les torture suffisamment, on leur fait dire à peu près n'importe quoi. Donc tous les chiffres à l'échelle mondiale sont des chiffres qu'il faut relativiser. Mais disons que dans l'ensemble, on pense qu'il y a environ 11 millions de personnes incarcérées. La pandémie Covid a surpris la plupart des gouvernements en raison de sa propagation rapide, de sa complexité et de son intensité. Répondre à la crise a davantage relevé d'une capacité d'adaptation au jour le jour que d'une véritable gestion. L'urgence, pour ce qui concerne les prisons, était d'éviter une flambée de Covid dans des prisons surpeuplées. L'OMS et de nombreux organismes internationaux ont très vite souligné que la crise sanitaire mondiale sans précédent que nous vivions exacerbait les situations de vulnérabilité des personnes privées de liberté, notamment dans les prisons, mais pas que, les centres de détention pour migrants, les institutions psychiatriques, les établissements pour personnes âgées et autres. Des recommandations spécifiques ont été élaborées. Je pense en particulier aux standards du Bureau régional Europe de l'OMS, mais aussi des avis du CPT, des avis du SPT et d'autres constats et recommandations d'organismes internationaux dans le champ, ou d'OING, qui est assez intéressant aussi, je pense en particulier à l'APT ou à Dignity, soulignant toute l'urgente nécessité de réduire la population pénale et de prioriser la protection des détenus et des personnels par toutes les mesures appropriées, tests, masques, produits d'hygiène, intégration dans les programmes de vaccination. Très tôt, nous avons eu ce genre de recommandations, mais nous n'étions pas prêts pour les mettre en œuvre, évidemment.
Néanmoins, de nombreux États ont pris des mesures urgentes de libération pour diminuer la population pénale. Ainsi, 109 États ont adopté des mécanismes de libération, donc des lois d'urgence, hein, en quelque sorte. Et en gros, alors ça dépend des endroits, je dirais le médian c'est 6%, mais c'est allé de finalement 2-3% de la population pénale jusqu'à, dans certains États, 35% de libérés des prisons. Donc, mécanisme de libération et d'alternative à l'incarcération, en particulier en France, on a eu pas mal de bracelets électroniques, à quoi s'est ajoutée quand même la baisse d'activité des tribunaux pendant cette période. On estime à 475 000 le nombre de détenus libérés entre mars et juillet 2020 dans 53 pays. Ça, ce sont des données qui sont à peu près fiables. Mais la pandémie a mis en évidence, évidemment, l'impact péjoratif et limitant, non seulement de la surpopulation pénale, mais aussi, évidemment, du manque de ressources habituelles et chroniques des prisons. Il y a eu, alors, pour autant qu'on sache, il y a eu finalement assez peu de décès de détenus répertoriés. Mais évidemment, il y a forcément un chiffre noir, il y a forcément une sous-évaluation. Les chiffres les plus récents dont j'ai eu connaissance sont les suivants. En 2020, 47 États ont rapporté 3 900 décès de détenus et 122 États ont rapporté 532 000 cas de Covid. Bon, au regard de l'ensemble de la population pénale, vous voyez que c'est relatif. Mais évidemment, dans les prisons, vous avez essentiellement des hommes jeunes, pas nécessairement en bonne santé, mais plutôt des hommes jeunes qui n'étaient pas les cibles préférentielles du virus. Partout, pour ralentir les contaminations, les détenus ont été soumis à de sévères restrictions de leurs droits fondamentaux, en particulier interruption de l'accès à la formation, de l'accès au travail, aux activités culturelles ou culturelles, suppression des contacts avec les proches ou réduction des contacts avec les proches, des permissions de sortir, des contacts directs avec l'avocat et les magistrats, donc beaucoup de traitements par visioconférence d'affaires pénales et d'affaires pénales graves, parfois criminelles, qui ont généré des tensions parfois sévères avec des émeutes dans certaines régions du monde. Mais au fond, pas tant que ça. Ça a été dans l'ensemble, ces restrictions ont été dans l'ensemble plutôt bien acceptées, et elles étaient d'autant mieux acceptées par les personnes détenues et leurs proches qu'ils avaient reçu une information claire, loyale et répétée. L'accès aux services de santé a été préservé dès lors que ceci existait, y inclut d'ailleurs le développement de la télémédecine dans les prisons où cela était possible, mais très clairement, le manque d'équipement médical approprié et d'équipement de protection de base a été un trait commun observé par les différents organes de monitoring. Alors, il y a bien un dispositif de lutte contre le Covid au niveau mondial, hein, et il vise à accélérer la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitement et de vaccins. Hein. Vous avez entendu parler de l'initiative COVAX. Il est censé assurer un accès équitable à l'échelle mondiale, ce dispositif de lutte, mais c'est loin d'être encore le cas. L'initiative COVAX, c'est donner aux pays pauvres, hein, on va faire simple, 20% des vaccins dont ils ont besoin, mais en commençant par 7% la première année. Donc ça veut dire que pour les 80 autres pourcents, il faut qu'ils se débrouillent. Donc, donc ça n'est quand même pas parfait, je vous l'accorde, mais ce qui est néanmoins remarquable et encourageant, c'est que dans de nombreux États, les personnes privées de liberté ont été considérées comme des publics prioritaires et que des mesures appropriées ont été prises dans des délais très courts. On peut en conclure que les normes internationales en matière de détention sont non seulement réalisables, mais surtout indispensables, tant lors des crises qu'en temps normal, ce qui fait que le défi pour les pouvoirs publics consistera à tirer les leçons de la crise sanitaire et à inscrire ces changements dans la durée. Je dois dire que ça fait effectivement 20 ans que je participe aux recommandations de limiter la surpopulation pénale, je promeus avec les organes pour lesquels je travaille les alternatives à l'incarcération et les libérations conditionnelles, enfin bon. Et
Nous n'y sommes jamais parvenus. La surpopulation pénale, c'est vraiment le trait commun que nous rencontrons d'année en année, de visite en visite. Et là, de manière à la fois très pragmatique et très efficace, on a eu des libérations anticipées dans un délai très court, partout, sans pour autant qu'il n'y ait de récidive à hauteur du nombre de personnes libérées. Donc c'est quand même assez intéressant, on pourrait en tirer leçon. Bon, alors c'est un défi, évidemment c'est un défi, il n'est pas gagné, puisque en Europe, si la population pénale a décru de manière significative les premiers mois de la pandémie, depuis septembre 2020, le nombre augmente de nouveau. Ainsi, en France, la baisse a été, si je ne dis pas de sottises, de 15%, avec un taux d'occupation qui n'avait jamais été atteint auparavant, hein, inférieur à 100%. Mais entre juillet 2020 et janvier 2021, la hausse a été d'environ 7%, avec 4000 détenus de plus, faisant passer donc le taux d'occupation à 110-120%, au sens large du terme, certains endroits plus, évidemment. Bien sûr, la pandémie est loin d'être terminée. Nous aurons de plus en plus d'effets collatéraux, psychologiques, sociaux, économiques d'une crise installée dans la durée. Mais gageons néanmoins que la maturité dont ont fait preuve détenus et familles, la coopération sur le terrain entre les professionnels, leur créativité et leur réactivité laissent augurer que cette expérience partagée des acteurs locaux, en anthropologie on parle de réformateurs locaux, laissera des repères à la Bergson. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop longue. Alors en fait, c'est assez intéressant parce que ce qui a été développé, ce sont finalement des moyens de communication avec l'extérieur un peu inventifs. Alors pour ce qui concerne la télémédecine, alors on va parler des régions où, enfin des régions du monde où c'est possible, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où, évidemment les établissements pénitentiaires, n'ont pas accès à l'internet. Mais dans les régions où ça a été, développé, en fait, c'était déjà anticipé, c'est-à-dire que c'est déjà un moyen qu'on utilisait pour être un peu plus performant, pour pallier le manque de ressources médicales, hein, par exemple. Donc, on voit des structures, hein, des unités sanitaires en quelque sorte, avec des infirmiers qui, auprès du patient et qui sont en lien avec un spécialiste, alors bien sûr ça se prépare, hein, qui sont en lien avec un spécialiste, et donc il y a une consultation comme ça, mais avec je dirais un acteur de santé proche du patient. Si c'est expliqué, si ça a du sens, si éventuellement c'est un suivi par exemple, c'est-à-dire que la personne a déjà rencontré le spécialiste, et il s'agit d'un suivi. Dans l'ensemble, c'est plutôt quelque chose qui est assez opérant et qui ne présente pas de difficultés majeures. Bon, ça ne remplace pas le contact et l'examen direct, mais c'est un support intéressant. Après, plus généralement, ce qui a été intéressant, c'est de voir comment des moyens de communication ont été développés. Je pense en particulier les contacts avec les proches. Dans un certain nombre de pays, on a beaucoup utilisé les téléphones portables, l'Internet, les visioconférences, hein, des lieux aménagés pour... on a aussi donné des iPads, ou enfin des équivalents, pour que un peu comme dans les hôpitaux, hein, d'une certaine manière, puisque les visites avaient été interrompues, pour que les détenus aient un contact avec leurs proches. Bon, à l'inverse, ce qui a été assez mal vécu, c'est les visioconférences pour des procès. En particulier lorsqu'il s'agit d'affaires graves. Les avocats ont beaucoup protesté contre cela, à juste titre, puisque quand même le procès, c'est l'oralité, c'est l'oralité des débats, et la visioconférence a beaucoup empêché l'expression. Donc ça a été plutôt quelque chose de négatif. Donc on voit bien qu'il y a donc... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de créativité, et les contacts avec les proches, par exemple, quand on est un prisonnier, c'est fondamental. Et dans la plupart des États partis, mais pour des raisons qui sont parfois différentes, si au tout début les visites ont été interrompues, elles ont été vite
remises en place avec des méthodes, effectivement, des méthodes de maintien de la distance physique, voire même symbolisées par des espèces de plexiglas. Mais donc, on a rétabli quand même le contact avec les proches. Par exemple, dans certains pays africains où la nourriture des détenus dépend de la façon dont les familles, enfin, dépend des familles, très vite, on a rétabli aussi enfin, la visite des familles, mais on les a encadrées. Par exemple, on a pu mettre à l'entrée des visiteurs un personnel, souvent un personnel pénitentiaire formé d'ailleurs, qui, bon, d'une part prenait la température, ça s'est fait beaucoup dans certains pays, hein, prenait la température des visiteurs et leur imposait un certain nombre de gestes barrières, notamment le lavage des mains, le port d'un masque, etc. Bon, bien sûr pas au tout début de la pandémie, mais au fil du temps, etc. Et donc, de la nourriture pouvait ainsi être acheminée dans les prisons parce que les États n'avaient objectivement pas les moyens de nourrir la totalité des détenus qu'ils avaient à leur charge. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de créativité. C'est vraiment ça, les acteurs locaux du changement, hein. Il y a eu des recommandations, il y a eu des prises, des décisions qui ont été prises par les États et les autorités étatiques, mais sur le terrain, il y a eu quand même beaucoup de créativité. Je trouve ça intéressant, ça. On pourrait, d'une certaine manière, en tirer profit. Je dirais, ça dépend. Enfin, ce que j'ai pu observer dans les établissements où je travaille, alors pour le coup, pas que je visite, où je travaille. Ce qui a été intéressant, c'est quand on prenait le temps de l'information, de l'explication. Quand je parle d'information claire, loyale et répétée, je pense que c'est l'arbitraire qui met en grande difficulté. Quand on prend des mesures qui ne sont pas de l'arbitraire, généralement, elles sont mieux vécues. Maintenant, je pense que rétablir le lien, par exemple, quelque chose qui, là aussi, hein, qui a été inventif, c'est le maintien des relations sociales, y compris les groupes d'activité. Alors, ça a l'air bête, mais on a beaucoup travaillé, notamment avec l'ARS, hein, et l'ensemble des unités sanitaires, par exemple, de la région, sur vraiment le souci de maintenir la possibilité de faire des activités de groupe. Alors, des petits groupes avec beaucoup de mesures de précaution, mais l'idée, c'était la socialisation, c'était de pouvoir partager, c'était de pouvoir parler. Très vite, on a compris ça. Très vite aussi, l'administration pénitentiaire a été, de ce point de vue-là, facilitante. Même si je dois bien reconnaître que ça a pu être à l'origine de quelques clusters, mais non, néanmoins, ça c'était important, c'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est l'isolement social, hein, c'est ne pas être en situation d'être socialisé, d'être juste seul et isolé. Bon, vous me direz que dans les prisons qui redeviennent surpeuplées, on n'est plus vraiment isolé, mais ça l'était à la période les premiers temps de la pandémie. Bon, mais je n'ai pas de solution miracle. C'est une question qui est complexe, hein, et qu'on devra décliner tous ensemble, probablement. Oui, alors ça fait partie aussi des critères. Alors ça dépend aussi des États. On voit quand même, ça c'est je dirais le point commun, c'est la libération d'un nombre important de détenus et les alternatives à l'incarcération ou les non-incarcérations, ça c'est très commun. Après, ça s'est décliné assez différemment. Par exemple, en France, ont été exclus des libérations les personnes ayant commis des agressions sexuelles, des agressions violentes, des violences conjugales, évidemment les longues peines. Donc, par exemple, c'est vrai que les juges de l'application des peines, et ça c'était extrêmement intéressant aussi, ont tenu compte des situations
particulières. Non seulement la fin de peine, mais éventuellement des problématiques de santé, des vulnérabilités particulières. Dans certains pays, par exemple, on a libéré les enfants. Parce qu'il y avait effectivement beaucoup de mineurs dans les prisons. Euh, Systématiquement, les personnes âgées ou les femmes enceintes ou les femmes avec enfants. Donc, c'est-à-dire des personnes en situation de vulnérabilité particulière. Donc voilà, on a eu des... Mais c'est vrai que les recommandations, en tout cas, allaient dans le sens de favoriser les libérations, on va dire anticipées, dès que c'était possible, dès que la situation pénale de la personne le permettait, et avoir une action particulière sur les publics en situation de vulnérabilité, que sont bien entendu les personnes âgées, les personnes malades, les femmes enceintes, les femmes avec enfants, et bien sûr les mineurs, dès lors qu'on pouvait le faire. Et alors, elles ont été suivies de manière, comment dire, inégale, mais c'était quand même les grands axes. Mmh. Après, il y avait une question qui était assez intéressante, c'était la question des addictions, parce que finalement, il y a le formel et l'informel. La question des addictions n'a pas fait l'objet de recommandations de libération particulières, mais plutôt de prise en compte. Et on s'est rendu compte quand même que euh, la, la, euh, beaucoup de produits sont quand même entrés dans les prisons et tolérés d'une certaine manière parce que cela a contribué à apaiser les détentions. Et donc ça, c'est un peu de l'informel. C'est-à-dire qu'on a eu du formel et l'informel est intéressant aussi parce que il fait partie il fait partie de la vie, quoi. Alors, je À pense votre que avis? la pandémie n'est pas terminée, hein. On est encore dans la situation de crise, même si je dirais que la vaccination sera probablement un des leviers majeurs d'amélioration. Une pandémie, à ma connaissance, ça dure bien 3, 4, 5 ans, ça dépend, hein. Je rappelle aussi que c'est une pandémie, donc c'est mondial, et que les améliorations qu'on va avoir en Europe ou en Occident n'ont de sens que si elles sont partagées par l'ensemble des États, hein, dans le monde. Le plaidoyer, il existe depuis très longtemps. Le nombre de recommandations de différents organes, de traités, puis les engagements de l'État. Vous savez, un traité, ça se signe par un État, hein, ça se signe, ça se ratifie par un État parti. Et généralement, si vous signez, si vous engagez, si vous signez, c'est que vous vous engagez. Donc, en principe, les États partis qui ont signé de très nombreux traités allant dans le sens que vous dites, hein, des réformes structurelles, des réformes pénales structurelles, sont engagés dans ce mécanisme. Du reste, en France, enfin, depuis quelques années, c'est un processus qui est en cours, qui n'est pas très efficient pour l'instant, très opérationnel, mais qui est quand même à la réflexion, sinon à l'œuvre. Donc oui, moi je pense vraiment qu'il y aura une période où nous devrons réfléchir à la post-pandémie. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et dans ce qui a marché, est-ce qu'on pourrait, c'est un défi, hein, pour les États, qu'est-ce qu'on pourrait pérenniser et peut-on aller plus loin? Alors il y a sûrement aussi beaucoup d'études qui devront être conduites, notamment par les sociologues, les anthropologues ou les criminologues, sur les effets concrets sur, par exemple, la délinquance, hein. Il y a beaucoup de déterminants, évidemment, dans la diminution de la délinquance. Si vous êtes confiné, vous avez moins l'occasion de sortir pour commettre des délits. Mais néanmoins, ça sera intéressant de voir quel a été l'impact de cette période et des décisions prises. Et j'espère que on en tiendra compte. Mais c'est en cours. On n'est pas du tout sorti d'affaire là, hein. On est en plein dedans encore, quand même.